Bienvenue sur Allo Hypnose, je suis Laura, hypnothérapeute certifiée depuis 7 ans et j'ai plus de 6000 consultations à mon actif. Dans cette première saison du podcast, je vais t'aider à te libérer des régimes, à faire la paix avec ton corps et apaiser enfin ta relation avec la nourriture. Chaque semaine, je te partagerai des conseils pour explorer tes blocages, transformer ta perception de toi-même et te réconcilier avec qui tu es, dans l'amour et la sérénité. Bienvenue dans ta safe place. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans l'épisode 6. On va voir ensemble un sujet assez tabou, je crois. En tout cas, un sujet qui n'est pas facile forcément à écouter et à parler. Alors, te voir différemment de ce que tu es. Comment la dysmorphie impacte ton quotidien. On va voir vraiment qu'est-ce que c'est cette dysmorphophobie. J'ai du mal à le dire. Je vais vraiment galérer pour ce podcast, je vous préviens. On va voir les origines et les mécanismes de la dysmorphophobie. On va voir comment ça se manifeste concrètement dans ton quotidien. On va voir aussi les conséquences. On va voir comment finalement amorcer un changement positif, c'est-à-dire reconnaître que c'est un trouble qui est légitime, donc rassure-toi pour ça. Et comment rééduquer ton regard sur ton corps avec l'hypnose. Donc on va voir tout ça ensemble. Déjà, sache que la dysmorphophobie, si on découpe le mot, il y a phobie, donc une peur, morpho, la morphologie, l'apparence corporelle, et dys, quand un mot commence par dys, D-Y-S, ça montre que c'est un dysfonctionnement. Donc j'ai un dysfonctionnement sur la manière dont je vois mon corps et ça me fait peur. Ça, c'est vraiment une définition très vulgaire de ma part, mais c'est juste pour que tu t'en rappelles. Parce que des définitions toutes belles, toutes écrites, ça, tu tapes sur Google, tu tapes sur ChatGPT et tu l'as, la définition. Ça, c'est pour que tu t'en rappelles. Dès qu'il y a un mot qui commence par 10, ça montre qu'il y a un bug. Il y a un bug sur la manière dont tu vois ton corps et ça te fait peur. Ok ? Donc, c'est vraiment, t'es préoccupé, t'es obsédé par un aspect de ton physique, par une partie de ton corps. C'est comme si cette partie de ton corps, c'était un défaut. Mais en vrai, c'est pas un défaut. Soit ce défaut, en vrai, il est vraiment minime, soit il n'existe même pas. Mais pour toi, ou en tout cas pour les personnes qui sont concernées par ce trouble, c'est comme le gros défaut. Et en fait, ça peut entraîner une vraie souffrance très importante et ça peut vraiment, j'ai envie de dire, presque interférer en fait avec la vie quotidienne. C'est-à-dire que, je vais te donner des exemples concrets, tu vas tout de suite comprendre. Par exemple, j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai eues en cabinet qui étaient obsédées par leur nez. C'est assez fréquent, mais en fait, elles vont trouver que leur nez, il est vraiment trop gros. Alors que parfois, il est parfait. D'ailleurs, il n'y a pas de nez parfait, on va dire. Mais il y a un nez, on va dire qu'il y a un nez dans les normes. C'est-à-dire qu'il y a un nez qui est harmonieux avec le reste de traits de ton visage. On va dire ça comme ça. Mais la personne ne le voit pas de cette manière. Elle le voit tellement gros. Elle voit que son nez. C'est comme si son nez, il était beaucoup plus gros que la normale. Donc, pour elle, si on reprend le mot dysmorphophobie, c'est que la forme morpho de son nez, il est disproportionnée, j'ai envie de dire, elle est énorme et ça crée une peur. Elle a peur que son nez soit trop gros. Elle voit que ça. Et en fait, c'est comme si finalement son front, ses joues, sa bouche n'existaient pas. Elle ne voit que son nez. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi quelqu'un qui... j'ai une personne qui me disait qu'elle n'aimait pas ses dents. Et donc comme elle n'aimait pas ses dents, elle faisait une fixette sur ses dents. Pourtant ses dents étaient, j'ai envie de dire, correctes. Et pour autant, elle s'empêchait du coup de sourire et même de parler en public. Donc c'est pour donner des exemples concrets comme quoi, quand on se fixe sur une partie de son corps, ça peut vraiment créer des conséquences. Alors là, en plus, c'est le visage. Je vous donne des exemples de visage. Moi, je me souviens à une époque, quand j'habitais à Paris, j'ai eu, un mois, je crois, où j'étais fixée sur mes poches, même pas mes poches, les petits traits là, les rides sous les yeux. Je me souviens, mais je voyais que ça le matin. Je voyais que ça. Et en fait, du coup, je voyais même pas la couleur de mes yeux, je voyais pas la forme de mes lèvres, je voyais même pas mes cheveux, je voyais que ça. Et en fait, je faisais une fixette au point d'acheter des produits pour atténuer, mettre un concombre,
je sais pas si c'est un concombre, une courgette ou, ou un cornichon, je me rappelle plus, sur les yeux. Tout ça pour atténuer, mais en fait, plus je faisais une ficette, plus je voyais que c'était pire, et pire, je donnais de l'importance. Bon, je vais revenir au sujet. Enfin, c'est le sujet, mais je mets de côté mon histoire. Tout ça pour te dire que du coup, je passais des heures devant le miroir à examiner cette partie de mon corps. Donc, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit, du coup, tu vas vraiment être tellement fixé que tu vas faire que regarder comme si que tu voulais contrôler l'évolution de ce défaut, entre guillemets. Soit, en fait, tu l'évites complètement. Donc, tu peux carrément éviter le regard de cette partie dans le miroir, soit au contraire tu vas faire que la regarder. Donc c'est hyper important déjà de te poser cette question. Dans certains cas, il y a des personnes qui vont vraiment aller carrément consulter des chirurgiens esthétiques pour faire cette correction. Ça peut être une correction qui est vraiment, j'ai envie de dire, inutile ou mineure, mais elles ont besoin de passer par la chirurgie pour vraiment changer d'aspect physique. Pose-toi cette question, est-ce que toi, il y a une partie de ton corps sur laquelle tu es fixé ? Sur le visage, ça peut être bien sûr ton corps, hein, là j'ai parlé du visage, mais j'avais une cliente que j'ai eue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui me disait qu'elle était obsédée par ses cuisses. Vraiment, obsédée par ses cuisses. Clairement, quand elle se met debout comme si qu'elle voulait me prouver qu'elle avait raison, ses cuisses étaient... j'ai envie de dire parfaite, idéale. Après, ça a un critère de beauté, hein, bien sûr, mais je veux dire, elles sont tout à fait, entre guillemets, bien sûr, normales. Mais pour autant, elle les voit différemment. Donc, il y a vraiment cette dysmorphophobie qu'elle a qui l'empêche de voir ses cuisses comme elles sont. Et donc, le problème, c'est que comme elle pense que ses cuisses sont énorme, bah du coup elle va pas s'habiller de la même manière, du coup elle va peut-être s'interdire de mettre des jupes, des robes, elle va peut-être repousser le regard des hommes, etc. Donc c'est pas que le visage, hein, ça peut être les bras, ça peut être les mains, ça peut être les fesses, ça peut être les cuisses, ça peut être les mollets. J'avais une amie qui avait la phobie de ses mollets. Elle ne pouvait jamais mettre de jupe, de robe, de pantacourt, peu importe. Fallait vraiment jamais qu'on voit laisser ses mollets. Je me rappelle même le choix des bottes ou des bottines, c'était compliqué par rapport à ses mollets. Ses mollets étaient parfaits, hein, encore une fois. Donc, mais encore une fois, c'est important de ne pas juger. Ça veut dire que si vous n'êtes pas concerné, mais que vous avez des personnes autour de vous qui subissent, on va dire, ce trouble-là, ça va être hyper important de pas juger, de pas dire tu dis n'importe quoi. Non, c'est important. Cette personne, elle ressent ça. Ok, elle a le droit. On va y venir plus loin, mais vraiment petit aparté, c'est vraiment important de ne pas juger la personne. Si elle se voit comme ça, elle se voit vraiment comme ça. Donc, elle a vraiment l'émotion qui va avec. Ok. Donc bon, on va voir un petit peu plus loin. Tout ça, on va voir déjà les origines et les mécanismes en fait de la dysmorphophobie. Ouh, je l'ai bien dit. Donc, pour ça, il y a plusieurs origines, vous imaginez bien. Il y a déjà le facteur, on va dire, plutôt psychologique. Donc, si une personne, elle a une faible estime d'elle, si c'est une personne qui est très perfectionniste, je sais pas moi, peut-être dû à son enfance, etc. Ou on a des personnes aussi qui sont très anxieuses. Tout ça font, peu importe, que la personne, elle peut en tout cas favoriser, on va dire, ce trouble-là. Donc si quelqu'un déjà se trouve pas à la hauteur, si tu ne te trouves pas à la hauteur, si tu trouves que tu n'es pas assez, tu sais, ce fameux assez. Si tu cherches une perfection parce que tu as un modèle en tête, une image en tête, et que tout ça, ça te crée peut-être aussi du coup de l'anxiété, ça peut venir favoriser, encore une fois. C'est pas un point, c'est souvent plein de choses. Ça peut être aussi, et ça c'est souvent le cas, des influences, j'ai envie de dire, un peu socio-culturelles. C'est-à-dire qu'on a la pression des standards de beauté. Je vois des magazines. Alors, à l'époque, c'était des magazines. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. C'est Instagram, c'est Facebook, c'est les sites internet. Tout ça fait que cette fille, elle a des super mollets. Cette fille, elle a un super ventre. Cette fille, elle a un super nez. Mais ça peut être des photos retouchées. Ça peut être aussi la réalité, bien sûr. Mais du coup, on a une pression de se dire je veux atteindre ceci, cela. Donc c'est vraiment la pression des standards de beauté réalistes, véhiculés par les réseaux sociaux, par les médias, mais aussi par les proches.
on peut entendre aussi autour de nous, ah mais elle, qu'est-ce qu'elle est belle. Hier soir, j'ai regardé, c'est quoi le film déjà? Ah, Love Actually, voilà. Hier, j'ai regardé Love Actually avec mon mari et il y a plein de scènes. Oh là là, j'avais envie de les filmer les scènes et de les poster sur Instagram. Il y a plein de scènes autour de critères de beauté. C'est terrible. Et je sais plus si vous vous souvenez la scène où il parle de la fille qu'il aime bien là, je sais plus comment elle s'appelle, Nathalie je crois, et il y a une fille qui dit non mais la fille qui est un peu boulotte là, bouboule ou boulotte, je sais plus ce qu'il dit, mais alors qu'elle est très bien. Donc encore une fois, on va véhiculer, on va envoyer des messages à notre inconscient comme quoi c'est pas la norme, comme quoi c'est pas normal. Donc bon, après, il peut y avoir aussi des traumatismes. C'est-à-dire que quand on a eu de l'harcèlement, par exemple, l'harcèlement scolaire, mais pas que, l'harcèlement des commentaires négatifs. Il y en a, je me souviens, moi, quand j'étais la période où je me trouvais très grosse et que je me trouvais moche, et il y a une amie qui m'a dit sur la plage, en me touchant ma cuisse, dis donc, Lolo, va falloir faire attention, hein. Clairement, je vous montre la photo, il n'y a rien à faire attention. Hein. Rien. Et même s'il y avait, c'est pas quelque chose qu'on doit forcément dire. Et clairement, du coup, faire attention, ça veut dire quoi? Enfin, faut que j'arrête de manger. Donc après, fixette sur les cuisses. Puisque la main a été posée sur la cuisse en me disant ça. Ah bon, j'ai des grosses cuisses, quoi. Donc, c'est hyper important. Il y avait aussi une fois, je me souviens, en boîte de nuit, quand j'allais danser au duplex, quand j'avais autour de la vingtaine, il y avait eu un photographe qui m'avait mis la main sur la hanche pour faire la photo, pour faire une photo, qui m'a dit, dis donc, on mange bien en me touchant le bourrelet. Super. Après, voilà, fixette sur les bourrelets. Donc, voilà, tout ça, il faut pas minimiser. Ces commentaires-là, ce sont très négatifs. Il n'y a pas à minimiser, c'est vraiment traumatisant, ça a un impact. Donc dès qu'il y a un commentaire négatif sur l'apparence, ça peut créer du coup une expérience d'humiliation. Et en fait, c'est ça qu'on oublie, c'est que même si notre mental, il va être notre cerveau, voilà, mon cerveau il est intelligent, il va me dire en fait on s'en fiche de ce qu'il pense. Je vais éloigner, si tu veux, je vais éloigner l'histoire, je vais mettre de côté le cognitif va éloigner l'histoire, mais ce qui est important, ce qui est important, c'est pas l'histoire. Ce qui est important, c'est que mon corps, lui, il a enregistré cette émotion où on m'a dit, fais attention, dis donc, tu manges bien en me touchant le bourrelet. Donc mon corps, il a enregistré l'expérience de l'humiliation, de la honte. J'ai envie de me cacher. Donc du coup, ça peut créer, en tout cas, ça peut favoriser la dysmorphophobie. Après, il peut y avoir aussi des prédispositions, comme des prédispositions biologiques, bien sûr, où on peut avoir un dysfonctionnement au niveau des hormones, telles que la sérotonine et la dopamine. Donc tout ça, voilà, le facteur psychologique, le facteur socio-culturel, les traumatismes, les prédispositions biologiques, tout ça, ça peut créer une dysmorphophobie. Bien sûr, notre inconscient, on l'a vu dans l'épisode 5, notre inconscient, il a un impact. Notre inconscient, il a un impact sur la manière dont on se voit. Pourquoi? Parce que, en fait, notre inconscient, qui est relié à notre corps, est relié à nos 5 sens. Nos 5 sens vont nous faire expérimenter la vie à l'instant T. Notre corps, il a des neurocepteurs qui permettent finalement de capter les 5 sens et donc d'interpréter ce qui se passe à l'extérieur et aussi à l'intérieur de nous. En fait, c'est comme si on avait une paire de lunettes. Notre paire de lunettes, elle a des filtres. Ces filtres nous permettent de voir le monde extérieur et intérieur en fonction de notre mémoire, en fonction de notre mémoire inconsciente, corporelle. Donc, si j'ai un filtre où, je dis n'importe quoi, où avoir une poitrine imposante, c'est beau, et du coup, je vais pas faire une fixette sur ma poitrine si je fais du 90D. Par contre, si sur ma paire de lunettes, j'ai le filtre avoir un bonnet, c'est complètement moche, et du coup, même si je fais juste du 90C, je vais détester ma poitrine. Donc, c'est vraiment important de comprendre que l'inconscient va y avoir un impact sur la paire de lunettes avec laquelle je me trimballe, avec laquelle je me vois et avec laquelle je vois le monde extérieur, et que
finalement, le travail à faire, ça va être de changer ces filtres-là pour changer la manière dont tu te vois et la manière dont tu vois l'extérieur. Donc les filtres, si tu as compris, les filtres, ce sont nos fameuses croyances aidantes et limitantes qui créent notre paire de lunettes. Cette paire de lunettes, elle est bien sûr évolutive, elle change en permanence. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas faire une fixette que tu n'avais pas il y a des années et inversement. Donc, on va voir un petit peu aussi ce que ça peut créer. C'est-à-dire que tout ça, ça peut créer, on l'a déjà un petit peu vu, mais bon, je veux remettre un petit peu d'ordre, c'est que ça peut vraiment créer une perception du coup complètement exagérée du coup d'un défaut, donc c'est ce qu'on appelle une distorsion cognitive. Ça peut créer également des pensées répétitives centrées du coup que sur le défaut entre guillemets, donc que sur l'apparence. Donc on va avoir ce qu'on appelle des ruminations obsessionnelles. Donc on pense qu'à ça, on ne pense que à ça. Et on va avoir du coup ce qu'on appelle des comportements compensatoires. Ça veut dire qu'on va avoir par exemple l'usage excessif de maquillage. On peut avoir du coup l'usage de la chirurgie. On peut en tout cas je donnais des exemples de moi je cherchais des crèmes, je cherchais à mettre des masques. Bon, ça a duré 1 mois, ça n'a pas été plus loin, mais peut-être que j'aurais pu dans quelques années j'aurais pu avoir eu envie de prendre d'avoir recours à la chirurgie par exemple. Ça peut être aussi, je ne me maquille pas, mais peut-être que je cache la partie de mon corps avec des vêtements larges, il y en a qui me disent, je me mets en noir parce que le noir ça mincit, donc on voit pas mes fesses. Ça peut être aussi, tu sais, les culottes là qui serrent très 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 fort le ventre. Je sais que j'avais pas les culottes comme ça à une époque. J'avais, quand j'avais à peu près 20 ans, il y avait des collants qui serrent le ventre, là, compresseurs. Je sais que ça pouvait m'arriver de mettre des collants compresseurs sous le pantalon. N'importe quoi. Juste pour que le ventre, il soit moins serré. Que le ventre, il soit moins gonflé. Donc, c'est vraiment cette idée, de se dire, ok, j'ai une obsession sur mon corps. Qu'est-ce que je pense qu'à ça? Et je cherche, en fait, à le cacher. Si c'est le visage, je le cache avec du maquillage. Si c'est le corps, ça peut être avec des vêtements, ça peut être avec du sport. Et ça peut être aussi, comme comportement compensatoire, ça peut être la recherche constante d'être rassuré. Il y en a, ils vont rien faire particulièrement, mais ils vont demander tout le temps à la personne, est-ce que j'ai grossi? Est-ce que mon ventre ça va? Est-ce que j'ai des beaux mollets? Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux regarder mes fesses là, en train de faire les boutiques? T'es sûr ça va? Ça me grossit pas les fesses, hein? Et puis demander une photo, demander à la vendeuse, se regarder dans le miroir et finalement ne pas acheter le pantalon parce que même si on rassure la personne, même si sur la photo les fesses vont très bien, et finalement la personne elle voit des fesses énormes donc elle ne veut pas acheter ça. Donc c'est hyper intéressant de comprendre que ce n'est pas un manque de volonté, encore une fois, ce n'est pas un manque de volonté, c'est vraiment la perception qui dysfonctionne et cette perception elle est liée du coup elle est liée à notre corps, elle est liée comme notre corps elle est liée à notre inconscient et elle est liée aussi aux hormones. Donc tout ça fait que on n'a pas une bonne perception de nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette perception, elle peut fluctuer en fonction de la journée. Si j'ai bien dormi, si j'ai suffisamment de sérotonine pour que mon cerveau fonctionne, on va dire bien, pour être moins angoissé, peut-être que je vais moins me fixer sur cette partie de moi qui m'angoisse. Et à l'inverse, j'ai moins dormi, je suis angoissée, du coup, j'ai pas suffisamment, j'ai plutôt, au lieu d'avoir de la dopamine et de la sérotonine, je vais avoir plutôt de l'adrénaline, de la cortisol et la noradrénaline, et du coup, je vais être complètement stressée. Et du coup, finalement, mon défaut devient encore plus gros. Donc, c'est en ça que c'est intéressant, l'hypnose, c'est que finalement, l'hypnose, ça permet à la fois d'être dans un état de sécurité, un état ventral, parce que l'auto-hypnose permet d'être dans cet état, donc
permet finalement de s'éloigner des hormones qui génèrent du stress, de l'angoisse, et ça permet au contraire d'être dans un état de sécurité et donc de modifier, c'est ça, le travail thérapeutique qu'on fait, ça permet de modifier notre perception. Je vois les choses différemment. Je donne souvent cet exemple où quand, par exemple, tu as envie de t'acheter une super paire de chaussures, je sais pas moi, en ce moment, tu veux la paire de chaussures dorées que tout le monde a, et bah tu vas ne voir que ça. Avant, tu la voyais pas, et maintenant, tu fais que la voir partout. C'est vraiment, c'est comme si ta paire de lunettes, elle s'était modifiée, conditionnée, et tu vois que ça. Bah c'est pareil pour ton défaut, tu vois que ça. Donc ça va être important de changer ton focus. Alors, on n'a pas parlé des conséquences. Il y a plusieurs conséquences qui peuvent du coup se manifester dans ton quotidien. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, alors on en a déjà un petit peu parlé des conséquences, mais il y a encore des trucs un peu plus loin que j'aimerais te dire. Ça peut être par exemple donc des comportements répétitifs comme te peser tous les jours, tu vois, vérifier la zone de corps, donc tous les jours je vais vérifier. Ça peut être du coup l'isolement, je vais éviter les événements. Je te parlais de mon ventre, clairement, moi j'évitais le 2 pièces, j'évitais la piscine, j'évitais la plage. J'évitais même du coup que n'importe qui me touche, me mette la main sur les hanches pour faire une photo. Par peur de jugement, par peur d'être critiqué, par peur de nouveau de ressentir de la honte, de l'humiliation. Ça peut être des comparaisons constantes. Ça peut être aussi un comportement que tu peux avoir fréquemment qui se répète. C'est vraiment, je me compare. Je scrute en fait les apparences des autres tout le temps. Et je me sens du coup constamment inférieur. Et ça peut être du coup aussi un comportement que j'appelle un peu de ritualisation. C'est d'avoir toujours le même rituel. Le matin, je vais par exemple me lever, je vais checker où ça en est, je vais mettre tel type de crème, tel type de produit, etc. Donc ça peut être par exemple, si on prend l'exemple du ventre, ça peut être tous les matins, je vais le masser. Tout le matin, je vais pas manger pour avoir un ventre plat. Tous les matins, je vais mettre la culotte gainante, c'est le mot que je cherchais, le collant gainant. Je vais m'habiller avec un truc large pour pas le voir. Le soir, je vais faire des abdos. Voilà, c'est tout un rituel pour venir en fait changer, transformer cette partie de corps qui nous obsède. Et donc, il y a beaucoup de conséquences liées à cette dysmorphophobie. Ça peut être de l'anxiété chronique, ça peut être une dépression, ça peut être du coup des troubles de l'alimentation. Je viens d'en parler du coup. C'est-à-dire que si du coup je veux maigrir ou si je veux plus cette partie du corps, peut-être que je vais me priver, peut-être que je vais compter. Donc je peux avoir de l'anorexie, je peux avoir de l'orthorexie, etc., etc. Ça peut être aussi du coup des conséquences plutôt liées au niveau pro et niveau social. Donc finalement j'annule ou je suis absente ou alors j'ai du mal à maintenir des relations amicales, professionnelles parce que je cherche à compenser, je cherche à éviter, etc. Et du coup la conséquence qui pourrait être pour certains une solution, mais qui pour moi c'est que mon avis, la chirurgie. Parce que la chirurgie, le problème c'est que la personne va faire cette chirurgie-là, peut-être qu'elle va se sentir mieux, mais en fait, le fond, comme ça n'a pas été réglé, elle va se focaliser sur une nouvelle partie de son corps. Parce que le mécanisme qu'elle a créé peut du coup se recaler, se reposer sur une nouvelle partie. Donc c'est important, il peut y avoir une chirurgie, bien sûr, mais peut-être de travailler sur le fond qui va avec pour ne pas que ça se déplace en quelque sorte. Parce que ça peut se déplacer. Ou alors, du coup, finalement, mon nez, maintenant qu'il est, pour moi, à taille normale, finalement, je trouve que c'est ma bouche qui est trop grosse maintenant. Donc, en fait, ça ne s'arrête jamais. Et puis, la chirurgie, c'est un geste très invasif. Et ça vient, en tout cas, dire à son corps, je te rejette, je t'aime pas comme t'es. Donc, il n'y a pas d'amour inconditionnel vers soi-même. Donc, voilà, on pourrait aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Ce podcast, il pourrait durer des heures et des heures parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets très intéressants à les développer. Je vais essayer de rester vraiment sur le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, donc comment on pourrait amorcer un changement? Donc déjà, ça va être d'accepter, de reconnaître que j'ai cette dysmorphophobie et que c'est bien sûr un trouble psychologique et qu'il est complètement
légitime, qu'il est reconnu et que ce n'est pas juste un manque de volonté de ta part et ce n'est pas juste je suis juste très coquette ou j'aime bien être soignée ou j'aime bien l'apparence. Non, ce n'est pas juste ça, ce n'est pas juste de la coquetterie, c'est un véritable trouble qui existe et qui nécessite d'être reconnu et qui nécessite un accompagnement. Donc ça va être important de pouvoir aller en parler à un professionnel de santé, que ce soit un médecin, un psychologue, un psychothérapeute, un hypnothérapeute, peu importe. Donc après, ça va être important de pouvoir finalement venir, comme je te l'ai déjà dit, rééduquer en fait ton regard sur ton corps. Donc c'est vraiment important d'aller travailler sur quelle est la source, quel est le départ, j'ai envie de dire, de cette création de mauvaise image de toi. Qu'est-ce qui fait que tu as ce filtre sur ta paire de lunettes et donc venir finalement la transformer. Donc c'est vraiment aller trouver l'origine. Ça va être la première chose, c'est le centre. Ensuite, ça va être du coup de pratiquer de la gratitude également sur la partie plutôt fonctionnelle. Exemple, j'aime pas mes cuisses, et ben au lieu de voir l'aspect du coup d'apparence, finalement je vais voir l'aspect, je vais me concentrer sur la fonctionnalité. Mes jambes, en fait, elles me font marcher, elles me permettent de marcher tous les jours. Ça peut être une manière aussi de venir se rééduquer. Ensuite, ça va être de limiter les déclencheurs. Les déclencheurs, ça peut être pour certains le miroir, pour d'autres les réseaux sociaux, pour d'autres ça peut être le fait de sortir à un endroit bien précis, peu importe. Donc voilà, je vais limiter les déclencheurs, le temps en fait de rééduquer mon regard. Parce que sinon, c'est pas une solution d'éviter le regard et d'éviter les réseaux sociaux. Ça permet en fait, si tu veux, d'évaluer où tu en es. Tiens, si j'arrive à regarder les réseaux sociaux sans me réactiver ma dysmorphophobie sur le nez, c'est que ça va mieux. Donc peut-être que je peux les limiter dans un premier temps pour rééduquer mon regard, changer ma paire de lunettes. Et après, une fois que je les ai limitées, j'y retourne progressivement et j'évalue là où j'en suis. Ensuite, ça peut être aussi finalement d'expérimenter la pleine conscience. Le fait d'être connecté à soi, alors la pleine conscience, ça peut être avec de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de la méditation, le fait de se reconnecter à ses sensations et de sortir un petit peu du mental, de l'ego, d'éloigner les préoccupations critiques à l'extérieur, ça peut être hyper important et hyper intéressant. Et aussi, une autre chose qu'on peut travailler, ça va être de se recentrer finalement sur des qualités interne, vraiment de cultiver la valorisation de ses compétences, de ses passions, etc. Donc ça, c'est plusieurs choses que tu pourras, sur lesquelles tu peux travailler avec n'importe qui. Après, avec l'hypnose, vraiment, pour faire un petit récap, ça va être vraiment de pouvoir accéder aux origines. Donc vraiment, l'hypnose ericksonienne, elle te permet, si tu veux, d'aller revisiter l'expérience qui est à l'origine des complexes et qui a enregistré dans ton corps cette mémoire. On va aller aussi reprogrammer finalement les croyances limitantes pour modifier le schéma de pensée négatif envers ton corps. On va venir renforcer l'estime de soi avec des suggestions positives. L'hypnose, vraiment, elle aide à intégrer une vision de toi bienveillante et réaliste de toi-même. Et aussi, on peut venir gérer ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire l'anxiété et les compulsions. Donc, ça aide du coup à réduire les comportements obsessionnels liés à ce trouble. Donc voilà, donc tout ça pour te dire que la dysmorphophobie, c'est donc un trouble qui est très complexe, mais voilà, avec des approches, j'ai envie de dire, psychologiques bienveillantes comme l'hypnose et la thérapie cognitive, vraiment ça te permet de reconstruire un rapport plus apaisé et harmonieux avec ton corps et vraiment de pouvoir, j'ai envie de dire, adapter un regard bienveillant et de te reconnecter à tes forces intérieures. C'est vraiment une clé essentielle pour avancer vers un mieux-être vraiment durable. Je suis très contente d'avoir partagé avec toi sur ce sujet. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as bien sûr des questions, tu n'hésites pas. Si tu as besoin de te reconnecter à ton corps, tu peux bien sûr télécharger gratuitement le kit unique. Le lien, il est juste en dessous. Si tu as besoin d'aller un peu plus loin, si tu as besoin vraiment d'être accompagné en individuel, pareil, tu peux m'envoyer un mail. Je mettrai mon mail en dessous. Tu peux vraiment me faire part de ce que tu vis. En tout cas, tu n'es pas seul à vivre ça. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.